Donc, et puis bien sûr, il s'agit de s'abonner à Géopolitique Profonde, notre partenaire. Donc le numéro de mars est sorti et je reviens sur un article très important sur les néoconservateurs de Laurent Ozon. Pour ceux qui ont pu le voir également, son débat avec Bégodeau. Alors bon, Bégodeau évidemment boxe pas dans la même catégorie que Laurent Ozon, mais il est patient et pendant 2 heures il essaie d'expliquer et il y arrive ce que sa vision du monde, sur sa vision de l'identité. Et c'était vraiment intéressant. J'ai découvert plein de concepts dont d'ailleurs Laurent Ozon est assez friand. Je pense que c'est un de ceux qui, dans notre milieu, on va dire, génère le plus de concepts explicatifs. Et je retiens notamment la différence qu'il fait entre le colonisateur, le colon et le colonisé. Et je pense que c'est extrêmement important parce qu'effectivement, notamment au moment de la colonisation, le français qui vient d'Alsace-Lorraine, parce que l'Alsace-Lorraine a été prise par les Allemands, celui qui vient d'Espagne, celui qui vient du Portugal ou d'ailleurs, pour coloniser l'Afrique, il est coupable de rien en fait. Il vient dans un processus qui était organisé par une élite, qui est les responsables, qui est le colonisateur. Et cette analyse est très forte parce qu'elle fonctionne pour expliquer le processus colonial français, et puis également pour expliquer le processus colonial de la France. Et notamment, j'ai toujours qualifié, par exemple, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui essaie d'organiser la colonisation de la France par les anciens colonisés. C'est en gros le chef de la plantation qui ramène ses domestiques. Après s'être fait dégager d'Afrique, il vient coloniser les Français avec les quelques domestiques qu'il a ramenés de sa plantation. C'est exactement ça. Donc ça, pour moi, concept hyper important pour comprendre ce qui s'est passé en Afrique et ce qui s'est passé en France. Et comprendre qu'encore une fois, lorsque Jules Ferry parle des races inférieures à coloniser, il parle non seulement des Africains, mais il parle des Français aussi. Nous qui ne sommes pas au niveau de la gauche bourgeoise, qui va nous enseigner, qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour être un véritable être humain. Comme disait le marquis de Sade, qui est aussi un des fondateurs de la gauche, dans le domaine de la sexualité français, il vous reste encore, je crois, beaucoup à faire pour être un bon républicain. Voilà, donc tout ce processus-là, évidemment, est analysé dans le livre noir de la gauche française, encore une fois. Ceux qui peuvent regarder ce débat, alors il est payant, mais j'ai vu qu'il traînait notamment sur Odyssée, je vous le commande, c'est assez intéressant. Bon, Bégodeau est en dessous de tout, mais rien de vraiment surprenant. Ce qui nous a plu également, c'est le dernier livre de l'excellent Édouard Husson et de Ulrich Reisner, qui s'appelle 100 jours qui ont changé le monde. De quoi il s'agit ? En fait, ce sont les 100 jours d'avant l'élection de Donald Trump, où l'État profond américain, où les néoconservateurs ont essayé le plus possible de mettre le monde à feu et à sang. Et de provoquer une crise grave qui n'a pas eu lieu grâce ça a été analysé donc par Édouard Husson par ses chroniques et par Ulrich Reisner, grâce à la patience et à la tempérance de Vladimir Poutine, Xi Jinping et des autorités iraniennes. Voilà. Donc livre très intéressant pour remettre un peu le cycle qu'on est en train de vivre, qui est un cycle finalement de pacification des relations internationales grâce à Donald Trump, quoi qu'on en dise, de le remettre en perspective par rapport à ce qu'ont essayé d'obtenir les néocons, la gauche américaine, le Parti démocrate. Ce qui m'a plu également, je l'ai trouvé dans Valeurs Actuelles. Alors, je ne suis pas abonné à Valeurs Actuelles. Je ne fais pas de la propagande pour les Actuelles, mais j'ai un de mes amis, François, que je remercie, qui me fait suivre les articles qui lui plaisent. Et souvent, ils me plaisent aussi. Il y en a un très bon de Guillaume Bernard, du point de vue juridique, sur le droit international, sur la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc qui concerne tous les peuples du monde, sauf les peuples européens, qui eux n'ont pas le droit de décider de leur identité, de ce qu'ils vont devenir. Et donc il y a une analyse très très intéressante sur ce droit des peuples, et sachant que c'est un sujet crucial, puisque aujourd'hui, dans la Charte des Nations Unies et du point de vue du droit international, il y a 2 principes qui s'opposent: l'intangibilité des frontières et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est tout le problème qu'on trouve aujourd'hui en Ukraine, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les Criméens veulent disposer d'eux-mêmes, les Donbassiens veulent disposer d'eux-mêmes, les Nouveaux-Russiens veulent disposer d'eux-mêmes. Voilà, tout est le problème. Et donc en fait, finalement, entre l'intangibilité des frontières et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qu'il reste, c'est la force. Voilà, on est revenu à un moment où c'est la force qui va décider, c'est la force qui a organisé, c'est la force occidentale qui a organisé un coup d'État
sur le Maïdan, et désormais c'est la force de l'armée russe qui est en train d'écraser l'armée otano-kievienne pour protéger les populations russes et russophones en Ukraine qui ont été encore une fois mises sous le joug de cet État putschiste, de cet État illégal qui est l'État kievien aujourd'hui dirigé par Vladimir Zelensky. Voilà pour le premier article. Le second article qui répond d'ailleurs, et donc j'empiète dans la partie politique internationale, politico-diplomatique, c'est l'article de Myriadek Raffray, qui fait deux articles, dont une interview du Premier ministre serbe et une analyse globale et de ce qui se passe en Serbie, qui correspond à tout ce que me disent mes amis. Notamment, on a vu également une très bonne interview de Nikola Mirkovic. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un affrontement entre deux conservatismes, entre finalement des déçus de Vučić. Donc c'est pas une révolution colorée, contrairement à ce que voudrait nous faire croire finalement le Vučić. Bon, c'est une bonne guerre. D'ailleurs, il n'y a pas de drapeau européen, il n'y a pas de drapeau LGBT. Donc c'est pas les valeurs européistes qui sont défendues, c'est simplement une partie de la population qui en a assez de la corruption, qui se rebelle contre le pouvoir en place. Mais je pense que quoi qu'il arrive, ce qui en sortira sera pas forcément mauvais pour la Serbie. Ce sera une bonne remise à zéro et je pense que Vučić n'échappera pas à refaire des élections en fait, tout simplement pour relégitimer son pouvoir, sachant qu'il est quand même encore largement populaire. Et puis même s'il y a une certaine fatigue du pouvoir parce qu'il est là depuis longtemps, on en avait parlé dans notre émission sur l'ex-Yougoslavie, encore une fois, même s'il est là depuis longtemps, malgré tout, bien, il réussit dans sa politique à surfer entre l'Ouest et l'Est, entre la Russie et l'Union européenne, et c'est pas si mal. Voilà, donc très bon article de Myriadek Raffray pour ceux qui ont accès évidemment à Valeurs Actuelles. Et enfin, la dernière chose qui m'a plu, c'est sur un média internet donc qui s'appelle Le Crayon sur YouTube. Alors je pense que c'est des médias qui sont en fait créés par le régime en fait pour essayer de prendre une part dans toute cette réflexion alternative qu'on trouve sur les réseaux sociaux, qui sont maintenant beaucoup plus légitimes pour les gens intelligents que de regarder LCI ou BFM TV. Donc il s'agit de créer des médias alternatifs. J'avais lu une analyse assez intéressante. Il y en avait un autre, c'était Hugo Décrypte. En fait, c'était un gauchiste en fait qui essaie de se faire passer pour un rebelle sur YouTube en fait. Bon, alors qu'en fait, il répète exactement la même chose que vous pouvez entendre dans les médias de grand chemin, dans les médias gauchistes français, mais c'est sur YouTube. Et donc je pense que la vocation du Crayon, c'est ça. Mais cela dit, ils sont bien obligés donc de faire quand même un peu de la pensée contestataire, dirons-nous. Et donc ils ont interviewé Charles Gave qui fait une démonstration qui dure près de 2 heures, je crois, si je me souviens bien, et qui est sur la dette. Est-ce que la dette est importante ou pas? Donc évidemment, à un moment, on cite Thomas Porcher, donc l'économiste gauchiste, qui explique que la dette, c'est pas grave, il n'y a qu'à vendre le jardin de Luxembourg et le palais de l'Élysée. Donc et là il y a vraiment une analyse très puissante de Charles Gave, comme toujours, sur ces questions-là. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la dette, c'est de l'impôt différé, c'est-à-dire que là où vous endettez, ça sera payé plus tard par les futures générations, ou même d'ailleurs par les retraités. Faut pas mettre tous ceux qui sont nés dans les années d'après-guerre, les fameux boomers dans le même panier. Tout le monde n'a pas 3 4 000 6 000 euros de retraite. Il y a des retraités aussi qui vivent chichement. Et donc, voilà. Et surtout, et ce que fait très bien Charles Gave, qui est le rôle du politique, c'est il désigne l'ennemi. L'ennemi, c'est le haut fonctionnaire. Et on en reparlera encore une fois dans notre analyse de la vie politique française. C'est les hauts fonctionnaires qui organisent la vie politique française, grâce aux juges. Donc cette espèce de complot, de coalition entre hauts fonctionnaires et juges, qui fait que ils annulent l'élection de François Fillon, on a déjà parlé. Ils finissent par valider, une fois s'est alignée sur toutes les idées gauchistes obligatoires, ils valident Marine Le Pen, par exemple, pour être partie prenante dans la vie politique française. Donc cette espèce de coalition d'intérêts des hauts fonctionnaires et des juges et des juges rouges, c'est quelque chose qui est très important de comprendre pour comprendre ce qui est en train de se passer en France. Donc voilà. Et puis avant de passer dans le vif du sujet, vous êtes encore en train souvent de me demander des conseils pour remigrer en Russie. Je ne m'en occupe pas.
Il y a quelqu'un qui s'en occupe, qui est dans la liste des liens de cette vidéo, c'est Tomasovitch. Donc si vous voulez vous informer sur la remigration, voyager en Russie, il vient de plus monter son agence de voyage, allez le voir, voilà, c'est un ami, vous pouvez y aller. Mais ce n'est pas la peine de me demander des conseils sur la remigration, je n'en ai pas à vous donner, sauf ayez un projet professionnel. Sinon ça va être très compliqué, la Russie c'est sans filet. Mais passons maintenant aux nouvelles économiques. Et alors, ce que je retiens surtout cette semaine, c'est ce discours de Vladimir Poutine devant l'Union russe des industriels et des entrepreneurs. En gros, c'est le MEDEF. Et donc, devant ses patrons, eh bien, il a parlé des sanctions. Il a parlé du fait que les sanctions ne sont pas anecdotiques dans l'histoire contemporaine, que c'est un système qui s'est mis en place et qui va continuer à exister parce que c'est un moyen pour Washington, c'est un moyen, alors c'est moins comment dire, ça met moins de pression parce que, étant donné l'état de l'économie européenne, elle a plus vraiment l'occasion de mettre pression sur grand chose, et notamment du point de vue monétaire. Mais donc c'est un système qui s'est mis en place et qui va demeurer. Et c'est ce qu'avait dit exactement Vladimir Poutine il y a 3 ans, au début de l'opération militaire spéciale, en disant de toute manière les sanctions, ils vont les maintenir et il y en aura encore plus quoi qu'il arrive. Donc dans ce cas-là, autant aller jusqu'au bout et libérer les peuples russes et russophones d'Ukraine, et ça a donné l'opération militaire spéciale. Ce qui m'a plu aussi, c'est qu'il a cité un exemple que nous avons cité également à plusieurs reprises, c'est l'amendement Jackson-Vanik. Donc l'amendement Jackson-Vanik, je rappelle ce que c'était 1974. Ça avait été mis, c'était en fait des sanctions prises contre l'URSS pour la forcer à autoriser les Juifs à émigrer en Israël, à faire leur alia. Et donc cette sanction avait existé. D'ailleurs, les soviétiques ont laissé partir les juifs vers Israël. Beaucoup d'ailleurs sont revenus, notamment ces derniers temps, depuis le 7 octobre. Il y en a beaucoup qui étaient partis au début de l'opération militaire spéciale et qui sont revenus en Russie. Et donc cet amendement, Jackson-Vanik, n'avait plus aucun sens, notamment à la chute de l'URSS. Tous ceux qui voulaient quitter l'URSS, juifs ou pas, pouvaient le faire. Et pourtant, il a été abrogé en 2012 par Barack Obama. Donc en fait, il y a une telle inertie dans ces sanctions que pour les lever, je crois que la totalité du Congrès doit être d'accord, quelque chose comme ça, enfin, ou les 2/3. Bon. Et comme la russophobie domine encore au Congrès américain, il est probable qu'une bonne partie des sanctions, en tout cas, contre la Russie, reste pour encore longtemps. Aussi, ce qui est important aussi de souligner, c'est que en fait, c'est pas le début des sanctions, ça aussi je l'avais écrit, le début des sanctions contre la Russie, c'est pas 2014, c'est pas la réunification de la Crimée, c'est 2013, parce que les Russes acceptent Snowden comme réfugié politique en Russie. Et ça provoque les premières sanctions, notamment contre des sous-ensembles de microélectronique, donc qui servaient dans les satellites russes, notamment le système GLONASS. Donc en fait, les sanctions, c'est un système de gouvernance mondiale. Alors ça ne marche plus, ça ne marche pas, c'est contre-productif, on l'a vu pour l'Europe, c'est même contre-productif pour les États-Unis, puisque ça entraîner la dédollarisation contre laquelle Donald Trump a l'intention de se battre. Mais voilà, ce monde que décrit Poutine, c'est le monde des sanctions. Et ce qui est intéressant, c'est quand il parle des 28 585 sanctions, ça le fait rire. Et ça fait rire l'assistance. Quand on regarde la vidéo, c'est assez important, parce qu'en fait, ils en ont profité. Ils en ont profité pour redevenir souverains dans des tas de domaines, système bancaire, bien sûr, et industrie. Et donc, la grande nouvelle de le remplacement des importations, c'est le premier vol. On en a beaucoup parlé encore récemment, donc, du retour de l'aéronautique civile russe. C'est le premier vol du Superjet 100 New, avec un moteur 100% russe, le PD-08. Ça y est, il a fait son premier vol, tant pis pour la France, puisque avant c'était un moteur SNECMA. A priori, ça s'est bien passé. Après, bon, c'est pas terminé. Et on a appris également confirmation que cet été, il y aurait le premier vol du PD-14, donc qui est l'avion, l'équivalent de l'Airbus A320 français, et donc également 100% russifié. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, et on voit que même si c'est dans la douleur, le retour de la souveraineté aéronautique civile russe
est en train de se mettre en place. Quel que soit, il peut se passer après n'importe quoi. Encore une fois, il peut y avoir des pannes, il peut y avoir même un super jet 100 avec le moteur Snake-Pot. D'ailleurs, c'était écrasé tout au début de sa mise en service. Je crois que c'était en Indonésie ou en Inde, je ne sais plus, lors d'un vol de test. Donc voilà, petit à petit, encore une fois, la Russie utilise les sanctions. Et c'est pour ça que quand ils en parlent, eh bien, ça fait rire les industriels russes, les entrepreneurs russes et même Vladimir Poutine. Dernière nouvelle économique et une bonne, c'est que la France est le premier partenaire européen de la Russie, puisque les chiffres sont tombés pour le mois de janvier. La France a importé pour 507 millions d'euros de marchandises et a exporté pour 137 millions. Alors malheureusement, effectivement, le déficit commercial de la France, qui est monstrueux, eh bien, elle l'est encore plus avec la Russie. Cela dit, tout le monde est en déficit commercial avec la Russie, y compris la Chine. Donc voilà, c'est évidemment les produits que vend la Russie coûtent cher et ont de la forte valeur ajoutée. Et pour la France, évidemment, essentiellement, c'est le gaz. La France est le premier importateur de gaz russe. Politico-diplomatique maintenant, Roumanie, coup d'État réussi. Malheureusement, le coup d'État a parfaitement fonctionné. Donc, dans un premier temps, on a eu l'annulation du premier tour. Dans un deuxième temps, on a eu l'annulation de la candidature de l'excellent Georgescu. Et Kellen Georgescu, et donc la cerise sur le gâteau, c'est que le candidat soi-disant nationaliste, conservateur, sera donc un certain George Simeon, qui en fait est un néoconservateur roumain. Voilà, c'est-à-dire c'est une créature de Bruxelles et donc il a réussi à obtenir le soutien de Georgescu, qui de toute manière là ne dit plus rien, ne parle plus. J'ai regardé sur son Twitter, je crois que d'ailleurs on lui a sans doute interdit, la justice lui a interdit de prendre la parole. Donc la Roumanie est totalement repassée sous contrôle globaliste otanien, on peut dire, et on peut apprécier l'efficacité, encore une fois, de la gauche française. La gauche française a exporté son modèle totalitaire et dictatorial dans le monde entier. Ça a donné notamment le bolchevisme. Lénine ne jure que par la Révolution française. Et donc là, il fallait faire un coup d'État, et on a eu quasiment une copie conforme de ce que était le coup d'État pour amener Emmanuel Macron au pouvoir. C'est-à-dire intervention des juges. Alors en France, ils avaient même créé le parquet national financier, qu'on aurait pu appeler le parquet socialiste financier, qui était chargé donc d'écarter François Fillon. Et puis ensuite désignation d'une opposition contrôlée. C'était le cas de Marine Le Pen. La grande différence, et c'est là où je suis quand même un peu admiratif par rapport à la gauche française, parce qu'encore une fois, Georgescu a dit que c'était la France qui avait organisé ce coup d'État, et d'autres canaux, évidemment que c'est une évidence. Et derrière, je crois que c'est Benjamin Haddad qui était à la manœuvre, et c'est là où je suis quand même un peu admiratif sur leur capacité de coup d'État. Pour accoucher d'une Marine Le Pen, ça prend 10-20 ans pour arriver à une opposition parfaitement contrôlée qui va détourner on va dire le vote conservateur, le vote nationaliste, alors que son programme c'est 100% gauchiste. Et on voit ça d'ailleurs avec la Reconquête, c'est à peu près la même chose en fait. C'est du néoconservatisme. Je vous renvoie aux dernières déclarations de Sarah Knafo. La Chine est notre ennemi, la Russie est notre ennemi, l'Iran est notre ennemi, etc., etc. Donc, mais ça prend quand même du temps à mettre en place. En France, ça a pris du temps. Et là, sur un claquement de doigts, ils ont sorti leur Marine Le Pen. Donc George Simeon, qui fait que la base de l'OTAN 2030 en Roumanie, elle sera là. Les soldats français qui sont stationnés en Roumanie finiront pas avec leur bagage à la fin de l'année pour rentrer en France, ce qui aurait été le cas avec Georgescu. Et c'est aussi évidemment pour comprendre que Macron était un petit peu tendu, puisque lui qui fait les gros bras, si tout d'un coup un candidat nationaliste pacifique soit arrivé au pouvoir en disant l'OTAN dégage, Rheinmetall dégage, ça veut dire que Macron il récupérait ses petits soldats et qui rentrait à la maison. Et évidemment, ça aurait été un coup dur pour lui qui aime bien se déguiser en militaire, ça aurait fait désordre. Donc voilà, le coup d'État est réussi. Cela dit, c'était quand même une victoire à la Pyrrhus, puisque la France, le régime gauchiste français, l'Union européenne se sont révélés tels qu'ils sont, c'est-à-dire des régimes dictatoriaux et qui en plus ne tolèrent pas le moindre soubresaut de liberté dans leur colonie. Donc c'est quand même quoi qu'il arrive,
quelque chose qui va laisser des traces et qu'évidemment nous serons utilisés. En Hongrie, en revanche, on tient bon, et d'ailleurs le Parlement hongrois vient de prendre une loi qui interdit les manifestations LGBT dans toute la Hongrie. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle évidemment pour les nationaux conservateurs, non seulement en Hongrie mais dans le reste de l'Europe, et ça prouve que même si on a un pays d'un peu moins de 10 millions d'habitants, quand on a un vrai leadership, on peut résister au gauchisme international. Politico-diplomatique toujours, les affrontements au Moyen-Orient ont repris, donc ça a commencé évidemment par la fin de la trêve entre le Hamas et Israël, donc immédiatement on l'avait annoncé, les Houthis ont repris leurs opérations en mer Rouge pour interdire aux bateaux israéliens ou assimilés israéliens d'utiliser le canal de Suez, et ils ont également commencé à bombarder Israël après que Washington ait bombardé la zone donc du Yémen contrôlée par alors en fait il paraît qu'il ne faut pas dire Houthi, il faut dire Ansar al-Islam, quelque chose comme ça, et donc Trump a promis des destructions, etc., une pression totale. Cela dit, visiblement, ça n'a pas convaincu les Houthis. On les connaît, les Houthis, ils sont très, très déterminés. D'ailleurs, leur porte-parole a pris la parole précisément, et en disant que, quoi qu'il arrive, tant que Israël mettrait un blocus sur la bande de Gaza, sur l'énergie, l'aide humanitaire, et en gros continuerait ses opérations de nettoyage ethnique, les Houthis continueraient à les soutenir et à bombarder Israël et à s'attaquer aux bateaux de la marine américaine. Qu'est-ce que veut faire Trump en faisant ce bombardement ? C'est assez... alors on peut légitimement se poser la question pour plusieurs raisons. Je ne pense pas que Trump ait envie de faire une opération au sol pour s'emparer des Houthis. Déjà, c'est pas sûr que l'armée américaine en soit capable. Ensuite, il n'y a plus personne qui veut affronter les Houthis, ni l'Arabie Saoudite, ni les Émirats Arabes Unis. Ils ont déjà donné, ça ne les intéresse plus. Donc on ne sait pas où ça va aller. Et ça m'a rappelé, je crois que c'était en avril 2018, Trump, là pareil, venait d'arriver, c'est pas très longtemps que Trump était au pouvoir, et il a ordonné un bombardement contre la Syrie, qui avait été une fois de plus sous un prétexte quelconque, ça devait être les pseudo-armes chimiques, peu importe, et en fait il avait fait ça pour frapper un grand coup, pour montrer j'ai fait un truc qu'Obama n'a pas osé faire. Et puis après, il s'était complètement désengagé. Donc, on est peut-être face à quelque chose comme ça. C'est-à-dire, ce qu'on sait, ce qui est clair, pour bien comprendre ce que fait Trump, que ce soit au Moyen-Orient ou en Ukraine, c'est qu'il veut se débarrasser de ces conflits. Voilà, ça coûte cher aux États-Unis, ça coûte cher aux contribuables américains, et l'Amérique qui est déclinante, même si je pense qu'elle en a plus sous la pédale qu'en a l'Europe et surtout la France. Malgré tout, elle a besoin de se débarrasser de ces conflits. Donc voilà, c'est faire du bruit, faire des grandes déclarations, et puis trouver finalement un compromis. Alors, ça peut être une hypothèse, sinon je vois pas où ça va, parce que sans opération au sol, ça ne donnera rien. Trump également a menacé l'Iran, donc d'ailleurs l'ayatollah al-Khamenei a dit qu'il avait effectivement reçu une lettre de menace, en gros c'est un ultimatum pour revenir sur l'accord du nucléaire, et donc évidemment l'ayatollah Khamenei a justement souligné que c'était Washington qui était sorti de l'accord du nucléaire qui avait été signé par Barack Obama. Donc, mais là c'est pareil en fait, ce qui est intéressant c'est que Donald Trump veut revenir à un accord sur le nucléaire. Mais évidemment que l'Iran, c'est pas les pays de l'Union Européenne. Trump ne peut pas parler à Khamenei comme il parle à Emmanuel Macron ou à Zelensky, c'est pas son larbin. Donc il va falloir qu'ils prennent un ton un peu plus mesuré, mais encore une fois c'est aussi peut-être à la Trump, c'est-à-dire que je passe un grand coup, je menace, ultimatum, et puis finalement on va arriver à un accord. Encore une fois, n'oublions pas que c'est Trump qui a tordu le bras à Netanyahou pour qu'il y ait un cessez-le-feu, des échanges de prisonniers et des négociations, début des négociations. Donc on va voir, et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec la Russie, et donc c'est le sujet une fois de plus de ce bulletin. Toutes les semaines il se passe quelque chose de nouveau. Donc en plus, donc il y a eu ce coup de téléphone de Trump à Poutine. Donc on ne sait finalement que ce qu'il va bien nous dire. Du point de vue du conflit purement ukrainien, Poutine a dit d'accord sur un cessez-le-feu en ce qui concerne les frappes sur les infrastructures énergétiques, et il a donné immédiatement l'ordre à son armée de cesser les bombardements précisément sur les infrastructures énergétiques, et c'est la DCA russe qui a battu elle-même, je crois, 6 ou 7 drones qui se dirigeaient vers des infrastructures énergétiques ukrainiennes, en tout cas pour ce qu'il en reste. En revanche,
Zelensky, sans doute pour saboter, a immédiatement lancé une frappe contre une infrastructure énergétique russe, je ne sais plus où exactement, mais peu importe, de toute manière, le porte-parole du Kremlin, Peskov, a dit que ça ne changeait pas la décision de Vladimir Poutine. Pendant un mois, il n'y aura pas de frappe sur l'infrastructure énergétique ukrainienne, et par conséquent, finalement, Zelensky a dû dire la même chose. Et je pense d'ailleurs que c'est l'interprétation qu'on peut faire de cette trêve, c'est que finalement, c'est Vladimir Poutine qui dit, ok, moi, par exemple, je décide de faire une trêve, c'est immédiatement mis en œuvre, mais à l'instant même, et d'ailleurs je vais détruire 6-7 drones qui étaient partis pour frapper l'Ukraine. Et donc ça renvoie la balle dans le camp de Donald Trump en disant, est-ce que vous, les Américains, vous êtes capables de contrôler votre proxy kievien? Voilà. Et donc, visiblement, Zelensky n'était pas enchanté, mais finalement, il a dû dire d'accord. Il a aussi, d'ailleurs, admis, donc après que Donald Trump l'ait appelé, Donald Trump a appelé Vladimir Poutine, il a ensuite appelé Zelensky, et il a dit que oui, je comprends bien qu'on ne peut pas rentrer dans l'OTAN parce que les États-Unis ne le veulent pas. Donc, visiblement, Zelensky baisse d'un ton. Ce qui est clair, c'est que la trêve dont on a parlé, c'est-à-dire cette trêve où les Russes exigent que Kiev se retire des nouveaux territoires russes, donc y compris ceux qui sont encore contrôlés par l'armée kievienne. On n'ira pas vers cette trêve, je n'y crois pas. Je pense qu'on va tout doucement vers un retrait américain du conflit ukrainien, puisque en plus, aujourd'hui, les négociations qui vont se prolonger à Jeddah la semaine prochaine entre Washington et Moscou ne concernent pas que l'Ukraine. C'est un des domaines, mais je crois que le gros domaine qui va arriver, c'est le domaine de coopération énergétique, notamment dans les minerais rares, dans l'énergie, etc., ce dont a besoin Washington. Et la question, donc ce qu'il va falloir regarder, c'est est-ce qu'une fois que toute l'aide décidée par Joe Biden aura été livrée à Kiev, est-ce que Donald Trump va continuer à livrer des armes ou pas? S'il ne le fait pas, c'est la fin pour Kiev. C'est évident, c'est ce qui fait peur évidemment aux bellicistes européens, à commencer par Emmanuel Macron. Donc c'est ça qu'il va falloir observer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Je pense que je reste sur alors, c'est qu'une hypothèse, encore une fois, il y a différents scénarios. Je pense que Donald Trump a compris que l'économie russe était en parfaite santé, que 2, l'Ukraine avait perdu la guerre, et donc le but c'est de se désengager en rejetant la défaite sur le dos des Européens et de Joe Biden. Et je pense que c'est le chemin que ça prend. Autre signe qu'il faudra observer, c'est est-ce qu'il y aura une levée tout ou partie des sanctions contre la Russie, y compris à commencer, et ça pourrait être accepté sans problème par le Congrès, celles qui désavantage l'économie américaine, comme par exemple, l'interdiction d'utiliser le dollar, le SWIFT, etc., etc. Sur le blocage des actifs russes, je crois qu'il n'y a que 8 milliards d'actifs russes aux États-Unis. Donc là, c'est pareil, ça ne coûterait rien à Washington de les laisser passer. Et ce serait un terrible coup, évidemment, pour la crédibilité économique de l'Union européenne. Donc on va continuer à suivre ça. Mais je pense que dans l'ensemble, ça va dans le bon sens. Terrorisme maintenant, et à peine avais-je souligné le triste anniversaire du massacre d'Odessa, qu'un des responsables de ce massacre, donc qui est un bandériste, on pourrait dire un ukro-nazi, mais comme tout le monde se traite de nazi en France, ça ne veut plus rien dire, mais eux en sont vraiment, d'ailleurs ils se revendiquent comme tels, a été assassiné dans les rues d'Odessa. Alors finalement, on n'a plus trop parlé dans les médias ukrainiens parce qu'a priori, c'est le père d'une de ses victimes qui l'a assassiné. Donc, alors de quelle victime exactement, c'est pas encore très clair. Donc, ce personnage a été l'un des organisateurs du massacre d'Odessa, plus d'une quarantaine de personnes brûlées vives, mais également, en fait, il avait monté une espèce de gang qui prétextait donc son engagement bandériste. Déjà, pour ne pas aller se battre sur la ligne de front. Si t'es si patriote que ça, si nationaliste, ta place c'est sur le front, c'est pas dans les Russes, ou qu'il était jeune en plus. Et avec son gang, en fait, il aidait les sergents-recruteurs de Zelensky au besoin par la force, et il rackettait tout ce qui pouvait être racketté dans la ville d'Odessa. Et donc ce type a été assassiné, a priori, par le père d'une de ses victimes. Et ça, je pense qu'on en est qu'au début, parce que
ces gangs de bandéristes, ces gangs de sergents-cruteurs qui pillent ces malheureux Ukrainiens qui ne veulent évidemment pas aller mourir pour l'entité ukrainienne. Ceux qui voulaient mourir pour l'entité ukrainienne sont morts en 2022. C'est pas moi qui le dis, c'est Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien. Toutes les sources, encore une fois, sont là-dedans. C'est Marchenko, l'ancien adjoint de Zaloujny. Tous ceux qui voulaient se battre, en fait, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Eh bien, pour ceux qui croyaient à l'entité bolchevique ukrainienne et bandéristes, eh bien, sont morts en 2022. La réalité, c'est ça. Et là, il ne reste plus que quelques bandes, quelques unités très protégées qu'on n'envoie jamais là où il y a un risque d'extermination assuré, sauf à Koursk, parce que là, ils s'y attendaient pas du tout. Évidemment, la surprise a été totale. Et sinon, ils sont extrêmement protégés parce que finalement, c'est par eux que tient le régime. Mais c'est peut-être en même temps eux aussi qui finiront par liquider Zelensky s'il fait ce que Donald Trump lui dit de faire. Voilà. Donc, encore une fois, malheureusement, ce qui reste de l'Ukraine sera un espèce d'île du diable du terrorisme en Europe, et ce terrorisme, ces gangs mafieux, ultra-violents, déferleront sur l'Europe, déferleront à l'ouest. Ils tiennent déjà les gangs en Pologne, et ça va arriver en France, et ça va arriver en Allemagne. Aujourd'hui, au lieu de continuer la guerre, on ferait mieux déjà d'anticiper et de se préparer à affronter une vague de haut grand banditisme, comme on n'en a pas vu en France depuis très longtemps. Voilà pour ce qui est du terrorisme. Empire du mensonge maintenant, excellente nouvelle, une fois de plus Donald Trump nous charme par ses décisions, après avoir mis fin aux activités, enfin en tout cas à l'immense majorité des activités de l'USAID, eh bien c'est Radio Free Europe, donc qui était un organe de propagande, Voice of America, où tous les journalistes gauchistes russes finissaient par trouver un salaire parce que en Russie il n'intéresse plus personne, donc il n'avait plus de public, et donc cet organisme qui a répandu sa propagande partout dans le monde, eh bien mettre la clé sous la porte, et j'ai même du mal à y croire. En tout cas, c'est la décision qui a été prise. Et pour nous, pour nous qui nous battons pour la liberté, c'est quand même une excellente nouvelle. Merci à Donald Trump pour toutes les semaines, il nous en fait une. Alors, quelquefois, on a un peu du mal à suivre, quelquefois, on est déçu. Mais globalement, quand on regarde quand même les décisions concrètes, il y a quand même pas mal de bons dans cette affaire. Empire du mensonge toujours. Alors là, on a une semaine exceptionnelle avec LCI. Donc, 2 mensonges. Le premier mensonge, ils ont cité pour expliquer qu'il n'y avait pas d'Ukrainiens encerclés dans Koursk, ils ont cité Yuri Podolaka. Il n'y a pas de chance, je le suis quotidiennement. Et donc en mettant, on voit sur l'écran, ils mettent une petite capture d'écran, en disant que puisque Podolaka a dit qu'il ne croyait pas qu'il y ait des troupes encerclées. Mais ce qu'ils n'ont pas précisé, c'est que Podolaka, dans son message, dit « Je pense qu'ils sont déjà tous morts ou capturés ». C'est ça, et donc le chiffre de 2 à 5 000 est validé par Yuri Podolaka. Donc je dirais c'est un mensonge un peu à la IFRI. Vous vous souvenez, on avait percé le vice d'un des analystes qui s'appelle Dominique Minik, qui avait fait un rapport sur la manière dont les Russes, les militaires russes percevaient l'opération militaire spéciale, et donc il expliquait qu'ils ne croyaient pas à la victoire, qu'ils étaient en gros dépressifs, etc. Et donc j'avais lu ce rapport, et à la fin, les articles cités, je suis allé les voir dans la presse russe et dans Voyonnye Mysl, et en fait, c'était pas du tout ce qui, dans ces articles-là, ça avait d'ailleurs souvent même rien à voir avec ce que disait Minik. Donc c'est un peu ce type de mensonge auquel on a affaire, c'est-à-dire qu'on vous cite quelqu'un en disant personne n'ira vérifier. Alors là, je vous dis tout de suite, LCI, moi j'irai toujours vérifier vos sources. Et cette technique est beaucoup utilisée dans les médias gauchistes français. Ils vous citent un article, et en fait, quand vous allez voir l'article, ça dit pas du tout la même chose. Quelquefois même, ça n'a rien à voir. Voilà donc premier mensonge. Et puis deuxième mensonge, ça c'est Darius Rochebin qui dit que en fait Poutine avait donné l'ordre de libérer la région de Koursk pour le mois d'octobre. Poutine n'a jamais donné de date. Et surtout que maintenant, avec le recul, on voit très bien à quoi a servi à l'armée russe l'opération de Koursk, c'est à détruire le meilleur des potentiels de l'armée ukrainienne, puisque c'était devenu un coup de marketing pour Zelensky après l'échec de la prise de la centrale nucléaire de Kourchatov, et donc les Russes en ont profité, et aujourd'hui on voit les résultats. Il y a plus de véhicules détruits que pendant la grande offensive de l'été 2023. Quand même. Donc évidemment que les Russes n'étaient pas pressés de mettre fin à cette occupation. Je pense même que d'ailleurs les négociations avec Trump n'ont rien à voir avec la liquidation de la poche de Koursk. La liquidation de la poche de Koursk a été rendue possible parce que Zelensky avait pris la décision d'arrêter le transit du gaz.
Si jamais Zelensky n'avait pas pris cette décision, donc cette décision qui est tombée le 1er janvier, eh bien, les Russes, 2 mois après, n'auraient pas pu passer par le tuyau, précisément, faire 16 km pour aller prendre les otano-kieviens à revers. Donc voilà, en ce qui concerne l'opératif et le tactique, Vladimir Poutine s'en est toujours remis aux militaires. Encore une fois, c'est exemplaire, la manière dont fonctionne le politique, qui fixe les objectifs stratégiques, et le militaire qui s'occupe de l'opératif et du tactique, c'est exemplaire. Ce sera encore une fois des choses qui seront étudiées, je pense, dans les écoles militaires de tous les pays à la fin de ce conflit, à mon avis, dès maintenant. De la même manière, et je le rappelle que Vladimir Poutine n'a jamais mis de ligne rouge. Quand il disait oui, encore une ligne rouge franchie, on a posé la question à Vladimir Poutine, je l'avais déjà dit, on lui a dit mais quelles sont les lignes rouges? Il a dit il y avait une ligne rouge qui a été franchie et ça a donné l'opération militaire spéciale. Et c'est celle que moi j'avais définie d'ailleurs jusqu'en 2021, c'est-à-dire les Russes n'iront pas en Ukraine, sauf s'il y a une tentative de nettoyage ethnique décidée par Kiev. C'était le plan otano-kievien et les Russes l'ont vu arriver et ça a entraîné l'opération militaire spéciale. Donc Vladimir Poutine n'a mis aucune ligne rouge. Il n'impose aucun objectif de communication à ses militaires. Il leur donne, il faut se retirer de la ville de Kherson pour préserver les 20 000 soldats d'élite qui étaient à Kherson. Il le donne. Tant pis si ça provoque une tempête dans les médias, d'ailleurs non seulement kieviens et occidentaux, mais également côté russe. Il y a des gens qui n'étaient pas contents qu'on abandonne Kherson, je me souviens. Et pareil dans la région de Kharkov. Mais c'était nécessaire parce que les Russes à l'époque étaient à 1 contre 6, 1 contre 8, donc il fallait mobiliser, il fallait recruter, etc., il fallait former. Donc les militaires ont obtenu gain de cause contre l'effet com, l'effet marketing qui est prioritaire chez les Occidentaux. C'est une énorme tare, et on va le voir d'ailleurs, ça va avoir des conséquences. Évidemment, sur le terrain, et ça en a encore eu cette semaine, on va voir ça. Et tout de suite, le moment bunker. Alors là, le moment bunker, c'est pas que je m'acharne contre ce pauvre Titelman, mais précisément par rapport à l'opération de Koursk, je reviens sur le fait de la nécessité pour les médias du régime d'avoir des enfants ou des adultes qui pensent comme des enfants, c'est-à-dire qui refusent le monde réel, refusent la réalité, qui les contrarie et préfèrent basculer dans l'hystérie et s'inventer un monde qui n'existe pas et se dire que s'ils veulent quelque chose très fort, ça finira par arriver. Et là, avec Titelman, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a quand même quelqu'un qui a une bonne trentaine d'années et qui là, s'invente un scénario qui d'ailleurs même n'est pas accepté sur LCI. On le dit, est-ce que c'était un coup prévu avec les Américains? Tout le monde dit non. Mais Titelman, lui, cet enfant, donc reste dans cette vision-là. Et ça, c'est vraiment la vision bunker absolue. C'est-à-dire que le monde entier peut dire la chose contraire. C'est tellement contre le récit enfantin qu'on s'est inventé depuis 3 ans, c'est le cas de Titelman, que on est prêt à raconter n'importe quoi et à s'enfoncer. Je ne sais pas jusqu'où il va aller. Mais réellement, c'est intéressant, encore une fois, la présence des enfants, de la pensée enfantine, dans le politique, dans le journalisme. On l'a vu au sein du Rassemblement national, avec Bardella, Thionnet. C'est vraiment la domination de la pensée enfantine dans la géopolitique. C'est vraiment intéressant. Quelque chose qu'on va continuer à suivre. Et là, évidemment, c'est la pensée bunker parfaite. Considération militaire générale maintenant, il n'y en aura qu'une, c'est ce dont je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire que l'offensive ukrainienne dans le territoire russe continue, alors plus à Koursk, où là ils essayent de garder les 2-3 villages qu'il leur reste symboliquement pour pas dire qu'ils ont complètement quitté Koursk, alors que les Russes sont en train d'avancer en plus dans la région de Soumy, on va voir ça sur la carte, mais désormais donc les otano-kieviens ont décidé d'attaquer à grands frais dans la région de Belgorod. Alors ça a commencé, je crois, lundi. Pour l'instant, c'est un échec complet qui coûte très cher. De nouveau, cimetière de véhicules. Finalement, on envoie comme les véhicules n'avancent pas, on envoie les soldats à pied dans les massifs forestiers. Les pertes sont tout simplement ahurissantes, mais le marketing veut ça. Voilà. Parce qu'évidemment qu'en plus, en allant vers Belgorod, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Au moins, à Koursk, il y avait la centrale de Kourtchatov. Là, il n'y a rien. Mais voilà, il faut faire un coup de marketing pour que Titelman puisse dire sur LCI, ça y est, les Ukrainiens ont lancé une nouvelle contre-attaque et ils ont pris un village russe. Hein. Le but, en fait, c'est de prendre au moins un village. Et en fait, ces opérations-là, on y avait eu droit également en 2023, si vous vous souvenez. Et là, ils avaient envoyé
les groupes néo-nazis russes réfugiés en Ukraine, qui avaient créé l'armée de la liberté, je ne sais plus comment ça s'appelait, les volontaires de la Russie. Bon. Et donc prendre des photos dans les villages frontaliers russes. Et là, visiblement, c'était l'objectif, mais visiblement là, ça marche pas. Alors il y aura peut-être un ou deux villages qui vont tomber. C'est pas le cas au moment où je tourne ces vidéos, mais depuis 3 jours, ils se font, ces malheureux soldats ukrainiens envoyés au casse-pipe se font étrier. Et c'est de nouveau un cimetière de véhicules. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. On va commencer par les frappes dans la profondeur. Les Ukrainiens ont frappé sur l'arrière du territoire russe dans la région de Saratov, donc près de l'aéroport d'Engels. Ils avaient déjà frappé au mois de janvier. On a vu une grande colonne de feu et de fumée. C'est sans doute la raffinerie ou un dépôt de carburant. C'est pas un dépôt de munitions, puisque quand c'est un dépôt de munitions, ça explose en plusieurs fois, ça détonne. Et c'est ce qui est arrivé, puisque les Russes ne sont pas restés les mains dans les poches. Et c'est ce qui est arrivé dans cette localité-là, à Kropivnitsky, où les Russes ont tapé, a priori c'était un train de munitions. Et là, il y a eu une trentaine de détonations, donc visiblement le coup a été particulièrement réussi. Voilà pour l'essentiel des frappes dans la profondeur. Passons maintenant à la ligne de front et on va commencer par la région de Koursk, ou plutôt la direction de Soumy. Désormais, Koursk ne risque plus d'être attaqué. Et donc, comme on le voit sur cette carte, les Russes continuent à petit de finir de nettoyer le territoire qui avait été pris par les Ottano-Kieviens en août dernier. Comme je l'ai dit dans les considérations militaires générales, les Ukrainiens ont décidé de lancer une offensive, on pourrait dire, de marketing pour essayer d'expliquer qu'en fait, ils sont encore à l'initiative à l'intérieur du territoire russe. Donc, ils ont essayé d'attaquer en direction essentiellement de 3 villages, ici, Prilessier, Grafovka et Demidovka. À cet endroit-là, au moment où je tourne cette carte, eh bien, ils ne sont parvenus à rien. Les dégâts sont considérables, cimetière de véhicules, et puis beaucoup de pertes. Et a priori, pour l'instant, ils essayent d'envoyer à pied, donc à travers les massifs forestiers, les soldats ukrainiens. Du côté de Kupiansk, en fait, les Ukrainiens avaient revendiqué d'avoir pris Figolovka à cet endroit, mais a priori, ça n'est pas le cas. Et c'est au contraire les Russes qui consolident leur position et qui se préparent visiblement à avancer en direction de Veliki Burluk à cet endroit-là pour rejoindre le front de Kharkov. Plus au nord, les Russes avancent également. Ils consolident leur position en direction de Liman, mais c'est pas trop visible sur la carte, donc j'ai pas bougé la ligne de front. À l'est, en revanche, les Russes continuent à consolider leur position en direction de Seversk et avancent toujours sur les hauteurs de la montagne blanche qui se trouve à cet endroit-là, et ont quasiment libéré la totalité de Verkhnokhamskoye ici. Plus au sud, les Russes continuent toujours leur offensive en direction de Slaviansk-Kramatorsk et se sont emparés, ou quasiment emparés, du village de Vasyukovka. À cet endroit-là, le but étant évidemment de prendre Rai Alexandrovka ici, pour complètement bloquer l'approvisionnement par cet axe-là de la ville de Seversk. Donc de faire un grand encerclement en avançant à la fois vers Yampol, Liman, et Rai Alexandrovka. Donc le but, c'est de liquider la forteresse de Seversk à cet endroit-là. Plus au nord, les Russes continuent leur poussée et sont en train de liquider les dernières petites contre-attaques qu'il y a eu dans la ville de Toretsk, et visiblement désormais la priorité, c'est de lancer un assaut vers Konstantinovka à partir de Toretsk, mais également à partir de Tchassov-Yar. Donc tout ça, c'est en préparation. La pause opérationnelle semble avoir pris fin. Les Russes consolident leur ligne autour de Pakrovsk et vont vraisemblablement là aussi mettre fin à la pause opérationnelle et reprendre leur progression après que les contre-attaques ottano-kieviennes aient toutes échoué. Et finalement, cette semaine, le plus intéressant, c'est la poussée russe continue au sud de Zaporozhye. Zaporozhye, c'est ici. C'est la capitale de la région que les Russes contrôlent à 70%. Et qui fait partie du territoire russe. Ici, rappelez-vous, Orekhovo, c'est à partir de là que l'offensive
Otanokievienne a été lancée en l'été 2023 et c'est un point important dont les Russes doivent s'emparer s'ils veulent avancer vers Zaporozhye. Et c'est visiblement leur intention puisqu'ils ont réussi à s'emparer de 4 localités cette semaine, donc Sherbaki, Malé Sherbaki, Stepovo et Lobkovo à cet endroit-là. Il est encore trop tôt pour dire si c'est véritablement une offensive dans la profondeur, mais en tout cas, ça va forcer les Otanokieviens à envoyer des réserves, ce dont il manque cruellement. Voilà, j'enlève la ligne de fond de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 20 mars 2025.